Les travailleurs de la mer par Victor Hugo. Livre deuxième. Mess Lethierry. Chapitre 1. Vie agitée et conscience tranquille. Mess Lethierry, l'homme notable de Saint-Sampson, était un matelot terrible. Il avait beaucoup navigué. Il avait été mousse, voilier, gabier, timonier, contremaître, maître d'équipage, pilote, patron. Il était maintenant armateur. Il n'y avait pas un autre homme comme lui pour savoir la mer. Il était intrépide au sauvetage. Dans les gros temps, il s'en allait le long de la grève, regardant à l'horizon. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Il y a quelqu'un en peine. C'est un chasse-marée de Weymouth. C'est un contre d'Aurigny. C'est une bisquine de Courseul. C'est le yacht d'un lord. C'est un Anglais. C'est un Français. C'est un pauvre. C'est un riche. C'est le diable. N'importe, il sautait dans une barque, appelait 2 ou 3 vaillants hommes, s'en passait au besoin, faisait l'équipe à lui tout seul, détachait l'amarre, prenait la rame, poussait en haute mer, montait et descendait et remontait dans les creux du flot, plongeait dans l'ouragan, allait au danger. On le voyait de loin dans la rafale, debout sur l'embarcation, ruisselant de pluie, mêlé aux éclairs, avec la face d'un lion qui aurait une crinière d'écume. Il passait quelquefois ainsi toute sa journée dans le risque, dans la vague, dans la grêle, dans le vent, accostant les navires en perdition, sauvant les hommes, sauvant les chargements, cherchant dispute à la tempête. Le soir, il rentrait chez lui et tricotait une paire de bas. Il mena cette vie 50 ans, de 10 ans à 60, tant qu'il fut jeune. À 60 ans, il s'aperçut qu'il ne levait plus d'un seul bras l'enclume de la forge du Varclin. Cette enclume pesait 300 livres, et tout à coup il fut fait prisonnier par les rhumatismes. Il lui fallut renoncer à la mer. Alors il passa de l'âge héroïque à l'âge patriarcal. Ce ne fut plus qu'un bonhomme. Il était arrivé en même temps au rhumatisme et à l'aisance. Ces 2 produits du travail se tiennent volontiers compagnie. Au moment où l'on devient riche, on est paralysé. Cela couronne la vie. On se dit « jouissons maintenant ». Dans les îles comme Guernesey, la population est composée d'hommes qui ont passé leur vie à faire le tour de leurs champs et d'hommes qui ont passé leur vie à faire le tour du monde. Ce sont les 2 sortes de laboureurs. Ceux-ci de la terre, ceux-là de la mer. Mess Lethierry était des derniers. Pourtant, il connaissait la terre. Il avait eu une forte vie de travailleur. Il avait voyagé sur le continent. Il avait été quelque temps charpentier de navire à Rochefort, puis à Sète. Nous venons de parler du tour du monde. Il avait accompli son tour de France comme compagnon dans la charpenterie. Il avait travaillé aux appareils d'épuisement des salines de Franche-Comté. Cet honnête homme avait eu une vie d'aventurier. En France, il avait appris à lire, à penser, à vouloir. Il avait fait de tout, et de tout ce qu'il avait fait, il avait extrait la probité. Le fond de sa nature, c'était le matelot. L'eau lui appartenait. Il disait « Les poissons sont chez moi ». En somme, toute son existence, à 2 ou 3 années près, avait été donnée à l'océan. « Jeté à l'eau », disait-il. Il avait navigué dans les grandes mers, dans l'Atlantique et dans le Pacifique, mais il préférait la Manche. Il s'écriait avec amour « C'est celle-là qui est rude !» Il y était né et voulait y mourir. Après avoir fait 1 ou 2 tours du monde, sachant à quoi s'en tenir, il était revenu à Guernesey et n'en avait plus bougé. Ses voyages désormais étaient Granville et Saint-Malo. Mess Lethierry était guernesien, c'est-à-dire normand, c'est-à-dire anglais, c'est-à-dire français. Il avait en lui cette patrie quadruple, immergée et comme noyée dans sa grande patrie, l'océan. Toute sa vie et partout, il avait gardé ses mœurs de pêcheur normand.
Cela ne l'empêchait point d'ouvrir un bouquin dans l'occasion, de se plaire à un livre, de savoir des noms de philosophes et de poètes, et de baragouiner un peu toutes les langues. Chapitre 2. Un goût qu'il avait. Gilliatt était un sauvage. Mess Lethierry en était un autre. Ce sauvage avait ses élégances. Il était difficile pour les mains des femmes. Dans sa jeunesse, presque enfant encore, étant entre matelot et mousse, il avait entendu le bailli de Suffren s'écrier « Voilà une jolie fille, mais quelle grande diable de main rouge !» Un mot d'amiral, en toute matière, commande. Au-dessus d'un oracle, il y a une consigne. L'exclamation du bailli de Suffren avait rendu Lethierry délicat et exigeant en fait de petites mains blanches. Sa main à lui, large spatule couleur acajou, était massue pour la légèreté et tenaille pour la caresse, et cassait un pavé en tombant dessus, fermé. Il ne s'était jamais marié, et il n'avait pas voulu ou pas trouvé. Cela tenait peut-être à ce que ce matelot prétendait à des mains de duchesse. On ne rencontre guère de ces mains-là dans les pêcheuses de Port-Bail. On racontait pourtant qu'à Rochefort, en Charente, il avait jadis fait la trouvaille d'une grisette réalisant son idéal. C'était une jolie fille ayant de jolies mains. Elle médisait et égratignait. Il ne fallait point s'attaquer à elle. Griffe au besoin, et d'une propreté exquise, ses ongles étaient sans reproche et sans peur. Ses charmants ongles avaient enchanté Lethierry, puis l'avaient inquiété. Et, craignant de ne pas être un jour le maître de sa maîtresse, il s'était décidé à ne point mener par-devant monsieur le maire cette amourette. Une autre fois, à Origny, une fille lui avait plu. Il songeait aux épousailles, quand un habitant lui dit « Je vous fais mon compliment. Vous aurez là une bonne bouselière. » Il se fit expliquer l'éloge. À Origny, on a une mode. On prend de la bouse de vache et on la jette contre les murs. Il y a une manière de la jeter. Quand elle est sèche, elle tombe, et l'on se chauffe avec cela. On appelle ces bouses sèches des coipiaux. On n'épouse une fille que si elle est une bonne bouselière. Ce talent mit Lethierry en fuite. Du reste, il avait, en matière d'amour ou d'amourette, une bonne grosse philosophie paysanne, une sagesse de matelot toujours pris, jamais enchaîné, et il se vantait de s'être, dans sa jeunesse, aisément laissé vaincre par le cotillon. Ce qu'on nomme aujourd'hui une crinoline, on l'appelait alors un cotillon. Cela signifie plus et moins qu'une femme. Ces rudes marins de l'archipel normand ont de l'esprit. Presque tous savent lire et lisent. On voit le dimanche de petits mousses de 8 ans assis sur un rouleau de cordage, un livre à la main. De tout temps, ces marins normands ont été sardoniques et ont, comme on dit aujourd'hui, fait des mots. Ce fut l'un d'eux, le hardi pilote Quéripel, qui jeta à Montgomery, réfugié à Jersey après son malencontreux coup de lance à Henri II, cette apostrophe. « Tête folle à casser tête vide ». C'est un autre, Touzeau, patron à Saint-Brelade, qui a fait ce calembour philosophique, attribué à tort à l'évêque Camus. Après la mort, les papes deviennent papillons et les cires deviennent cirons. Chapitre 3. La vieille langue de mer. Ces marins des Channel Islands sont de vrais vieux Gaulois. Ces îles, qui aujourd'hui s'anglaisent rapidement, sont restées longtemps autochtones. Le paysan de Sercq parle la langue de Louis XIV. Il y a 40 ans, on retrouvait dans la bouche des matelots de Jersey et d'Origny l'idiome marin classique. On se fût cru en pleine marine du XVIIe siècle. Un archéologue spécialiste eût pu venir étudier là l'antique patois de manœuvre et de bataille rugi par Jean Bart dans ce porte-voix qui terrifiait l'amiral Hyde. Le vocabulaire maritime de nos pères, presque entièrement renouvelé aujourd'hui, était encore usité à Guernesey vers 1820. Un navire qui tient bien le vent était bon boulinier. Un navire qui se range au vent presque de lui-même, malgré ses voiles d'avant et son gouvernail, était
un vaisseau ardent. Entrer en mouvement, c'était prendre air. Mettre à la cape, c'était carpeiller. Amarrer le bout d'une manœuvre courante, c'était faire dormant. Prendre le vent dessus, c'était faire chapelle. Tenir bon sur le câble, c'était faire test. Être en désordre à bord, c'était être en pantaine. Avoir le vent dans les voiles, c'était porter plein. Rien de tout cela ne se dit plus. Aujourd'hui on dit « louvoyer ». Alors on disait « lauvoyer ». On dit « naviguer », on disait « naviger ». On dit « virer vent devant », on disait « donner vent devant ». On dit « aller de l'avant », on disait « tailler de l'avant ». On dit « tirer d'accord », on disait « aller d'accord ». On dit « déraper », on disait « déplanter ». On dit « embraquer », on disait « abraquer ». On dit « taquet », on disait « biton ». On dit « burin », on disait « tape ». On dit « balancine », on disait « valancine ». On dit « tribord », on disait « stribord ». On dit « les hommes de quart à bâbord », on disait « les basse-bourdis ». Tourville écrivait à Aucuncourt « Nous avons cinglé, au lieu de la rafale, le rafale, au lieu de bossoir, boussoir, au lieu de drosse, drousse, au lieu de lofer, faire une holofée, au lieu de élonger, allonger, au lieu de forte brise, survent, au lieu de jouaille, jas, au lieu de soute, fosse. Telle était, au commencement de ce siècle, la langue de bord des îles de la Manche. En entendant parler un pilote jerseyais, Angot eût été ému, tandis que partout les voiles facéillaient, aux îles de la Manche, elles barbeillaient. Une saute de vent était une folle vente. On n'employait plus que là les deux modes gothiques d'amarrage, la valture et la portugaise. On n'entendait plus que là les vieux commandements, tour et choc, bosse et bite. Un matelot de Granville disait déjà le clan, qu'un matelot de Saint-Aubin ou de Saint-Sampson disait encore le canal de Pouliot. Ce qui était bout d'Allonge à Saint-Malo était à Saint-Hélier, oreille d'âne. Mess-Lethierry, absolument comme le duc de Vivonne, appelait la courbure concave des ponts la tonture et le ciseau du calfat la palarasse. C'est avec ce bizarre idiome, entre les dents, que Duquesne bâtit Ruyter, que Duguay-Trouin bâtit Wassenaer et que Tourville en 1681 embossa en plein jour la première galère qui bombarda Alger. Aujourd'hui, c'est une langue morte. L'argot de la mer est actuellement tout autre. Duperré ne comprendrait pas Suffren. La langue des signaux ne s'est pas moins transformée. Et il y a loin des 4 flammes rouges, blanches, bleues et jaunes de la Bourdonnais aux 18 pavillons d'aujourd'hui qui, arborés 2 par 2, 3 par 3 et 4 par 4, offrent aux besoins de la communication lointaine 70 000 combinaisons, ne restent jamais courts et, pour ainsi dire, prévoient l'imprévu. Chapitre 4. On est vulnérable dans ce qu'on aime. Mess-Lethierry avait le cœur sur la main, une large main et un grand cœur. Son défaut, c'était cette admirable qualité, la confiance. Il avait une façon à lui de prendre un engagement. C'était solennel. Il disait « J'en donne ma parole d'honneur au bon Dieu ». Cela dit, il allait jusqu'au bout. Il croyait au bon Dieu, pas au reste. Le peu qu'il allait aux églises était politesse. En mer, il était superstitieux. Pourtant, jamais un gros temps ne l'avait fait reculer. Cela tenait à ce qu'il était peu accessible à la contradiction. Il ne la tolérait pas plus de l'océan que d'un autre. Il entendait être obéi. Tant pis pour la mer si elle résistait. Il fallait qu'elle en prît son parti. Mess-Lethierry ne cédait point. Une vague qui se cabre, pas plus qu'un voisin qui dispute, ne réussissait à l'arrêter. Ce qu'il disait était dit, ce qu'il projetait était fait.
Il ne se courbait ni devant une objection, ni devant une tempête. Non, pour lui, n'existait pas. Ni dans la bouche d'un homme, ni dans le grondement d'un nuage. Il passait outre. Il ne permettait point qu'on le refusât. De là son entêtement dans la vie et son intrépidité sur l'océan. Il assaisonnait volontiers lui-même sa soupe aux poissons, sachant la dose de poivre et de sel et les herbes qu'il fallait, et se régalait autant de la faire que de la manger. Un être qu'un suroît transfigure et qu'une redingote abrutit, qui ressemble, les cheveux au vent, à Jean Bart et en chapeau rond à Jocrisse, gauche à la ville, étrange et redoutable à la mer, un dos de portefaix, point de juron, très rarement de la colère, un petit accent très doux qui devient tonnerre dans un porte-voix, un paysan qui a lu l'encyclopédie, un guernesiais qui a vu la Révolution, un ignorant très savant, aucune bigoterie, mais toutes sortes de visions, plus de foi à la Dame Blanche qu'à la Sainte Vierge, la forme du Polyphème, la logique de la girouette, la volonté de Christophe Colomb, quelque chose d'un taureau et quelque chose d'un enfant, un nez presque camard, des joues puissantes, une bouche qui a toutes ses dents, un froncement partout sur la figure, une face qui semble avoir été tripotée par la vague et sur laquelle la rose des vents a tourné pendant 40 ans, un air d'orage sur le front, une carnation de roche en pleine mer. Maintenant, mettez dans ce visage dur un regard bon, vous aurez mess Lethierry. Mess Lethierry avait 2 amours, Durande et Déruchette. Livre 3e. Durande et Déruchette. Chapitre 1. Babil et fumée. Le corps humain pourrait bien n'être qu'une apparence. Il cache notre réalité. Il s'épaissit sur notre lumière ou sur notre ombre. La réalité, c'est l'âme. À parler absolument, notre visage est un masque. Le vrai homme, c'est ce qui est sous l'homme. Si l'on apercevait cet homme-là, tapi et abrité derrière cette illusion qu'on nomme la chair, on n'aurait plus d'une surprise. L'erreur commune, c'est de prendre l'être extérieur pour l'être réel. Telle fille, par exemple, si on la voyait ce qu'elle est, apparaîtrait oiseau. Un oiseau qui a la forme d'une fille, quoi de plus exquis? Figurez-vous que vous l'avez chez vous. Ce sera Déruchette, le délicieux être. On serait tenté de lui dire « Bonjour, mademoiselle la bergeronnette ». On ne voit pas les ailes, mais on entend le gazouillement. Par instant, elle chante. Par le babil, c'est au-dessous de l'homme. Par le chant, c'est au-dessus. Il y a le mystère dans ce chant. Une vierge est une enveloppe d'ange. Quand la femme se fait, l'ange s'en va. Mais plus tard, il revient, apportant une petite âme à la mère. En attendant la vie, celle qui sera mère un jour est très longtemps un enfant. La petite fille persiste dans la jeune fille. Et c'est une fauvette. On pense en la voyant qu'elle est aimable de ne pas s'envoler. Le doux être familier prend ses aises dans la maison, de branche en branche, c'est-à-dire de chambre en chambre, entre, sort, s'approche, s'éloigne, lisse ses plumes ou peigne ses cheveux, fait toutes sortes de petits bruits délicats, murmure on ne sait quoi d'ineffable à vos oreilles. Il questionne, on lui répond. On l'interroge, il gazouille. On jase avec lui. Jaser, cela délasse de parler. Cet être a du ciel en lui. C'est une pensée bleue mêlée à votre pensée noire. Vous lui savez gré d'être si léger, si fuyant, si échappant, si peu saisissable, et d'avoir la bonté de ne pas être invisible, lui qui pourrait, se semble, être impalpable. Ici-bas, le joli, c'est le nécessaire. Il y a sur la terre peu de fonctions plus importantes que celle-ci. Être charmant.
La forêt serait au désespoir sans le colibri. Dégager de la joie, rayonner du bonheur, avoir parmi les choses sombres une exudation de lumière, être la dorure du destin, être l'harmonie, être la grâce, être la gentillesse, c'est vous rendre service. La beauté me fait du bien en étant belle. Telle créature a cette féerie d'être, pour tout ce qui l'entoure, un enchantement. Quelquefois, elle n'en sait rien elle-même. Ce n'en est que plus souverain. Sa présence éclaire, son approche réchauffe. Elle passe, on est content. Elle s'arrête, on est heureux. La regarder, c'est vivre. Elle est de l'aurore ayant la figure humaine. Elle ne fait pas autre chose que d'être là, cela suffit. Elle édénise la maison. Il lui sort par tous les pores un paradis. Cette extase, elle la distribue à tous sans se donner d'autre peine que de respirer à côté d'eux. Avoir un sourire qui, on ne sait comment, diminue le poids de la chaîne énorme traînée en commun par tous les vivants, que voulez-vous que je vous dise? C'est divin. Ce sourire, Déruchette l'avait. Disons plus, Déruchette était ce sourire. Il y a quelque chose qui nous ressemble plus que notre visage, c'est notre physionomie. Et il y a quelque chose qui nous ressemble plus que notre physionomie, c'est notre sourire. Déruchette souriant, c'était Déruchette. C'est un sang particulièrement attrayant que celui de Jersey et de Guernesey. Les femmes, les filles surtout, sont d'une beauté fleurie et candide. C'est la blancheur saxonne et la fraîcheur normande combinées. Des joues roses et des regards bleus. Il manque à ces regards l'étoile. L'éducation anglaise les amortit. Ces yeux limpides seront irrésistibles le jour où la profondeur parisienne y apparaîtra. Paris, heureusement, n'a pas encore fait son entrée dans les Anglaises. Déruchette n'était pas une Parisienne, mais n'était pas non plus une Guernesiaise. Elle était née à Saint-Pierre-Port, mais Mess Lethierry l'avait élevée. Il l'avait élevée pour être mignonne. Elle l'était. Déruchette avait le regard indolent et agressif sans le savoir. Elle ne connaissait peut-être pas le sens du mot amour, et elle rendait volontiers les gens amoureux d'elle, mais sans mauvaise intention. Elle ne songeait à aucun mariage. Le vieux gentilhomme émigré qui avait pris racine à Saint-Sampson disait « Cette petite fait de la flirtation à poudre ». Déruchette avait les plus jolies petites mains du monde et des pieds assortis aux mains. 4 pattes de mouche, disait Mess Lethierry. Elle avait dans toute sa personne la bonté et la douceur. Pour famille et pour richesse, Mess Lethierry, son oncle. Pour travail de se laisser vivre, pour talent quelques chansons, pour science la beauté, pour esprit l'innocence, pour cœur l'ignorance. Elle avait la gracieuse paresse créole, mêlée d'étourderie et de vivacité, la gaieté taquine de l'enfance avec une pente à la mélancolie, des toilettes un peu insulaires, élégantes mais incorrectes, des chapeaux de fleurs toute l'année, le front naïf, le cou souple et tentant, les cheveux châtains, la peau blanche avec quelques taches de rousseur l'été, la bouche grande et saine, et sur cette bouche, l'adorable et dangereuse clarté du sourire. C'était là Déruchette. Quelquefois, le soir, après le soleil couché, au moment où la nuit se mêle à la mer, et l'heure où le crépuscule donne une sorte d'épouvante aux vagues, on voyait entrer dans le goulet de Saint-Sampson, sur le soulèvement sinistre des flots, on ne sait quelle masse informe, une silhouette monstrueuse qui sifflait et crachait, une chose horrible qui râlait comme une bête et qui fumait comme un volcan, une espèce d'hydre bavant dans l'écume et traînant un brouillard, et se ruant vers la ville avec un effrayant battement de nageoires et une gueule d'où sortait de la flamme. C'était Durande. Chapitre 2. Histoire éternelle de l'utopie. C'était une prodigieuse nouveauté qu'un bateau à vapeur dans les eaux de la Manche en 1820. Toute la côte normande en fut longtemps effarée.
Aujourd'hui, 10 ou 12 steamers se croisant en sens inverse sur un horizon de mer ne font lever les yeux à personne. Tout au plus occupent-ils un moment le connaisseur spécial qui distingue à la couleur de leur fumée que celui-ci brûle du charbon de Wells et celui-là du charbon de Newcastle. Ils passent, c'est bien. Welcome s'ils arrivent, bon voyage s'ils partent. On était moins calme à l'endroit de ces inventions-là dans le premier quart de ce siècle, et ces mécaniques et leur fumée étaient particulièrement mal vues chez les insulaires de la Manche. Dans cet archipel puritain, où la reine d'Angleterre a été blâmée de violer la Bible en accouchant par le chloroforme, le bateau à vapeur eut pour premier succès d'être baptisé le bateau diable, Devil Boat. À ces bons pêcheurs d'alors, jadis catholiques, désormais calvinistes, toujours bigots, cela sembla être de l'enfer qui flottait. Un prédicateur local traita cette question. A-t-on le droit de faire travailler ensemble l'eau et le feu que Dieu a séparés? Cette bête de feu et de fer ne ressemblait-elle pas à Léviathan? N'était-ce pas refaire dans la mesure humaine le chaos? Ce n'est pas la première fois que l'ascension du progrès est qualifiée retour au chaos. Idée folle, erreur grossière, absurdité. Tel avait été le verdict de l'Académie des sciences consultée au commencement de ce siècle sur le bateau à vapeur par Napoléon. Les pêcheurs de Saint-Sampson sont excusables de n'être, en matière scientifique, qu'au niveau des géomètres de Paris et, en matière religieuse, une petite île comme Guernesey n'est pas forcée d'avoir plus de lumière qu'un grand continent comme l'Amérique. En 1807, quand le premier bateau de Fulton, patronné par Livingstone, pourvu de la machine de Watt envoyée d'Angleterre, est monté, outre l'équipage par 2 Français seulement, André Michaud et un autre, quand ce premier bateau à vapeur fit son premier voyage de New York à Albany, le hasard fit que ce fut le 17 août. Sur ce, le méthodisme prit la parole, et dans toutes les chapelles, les prédicateurs maudirent cette machine, déclarant que ce nombre 17 était le total des 10 antennes et des 7 têtes de la bête de l'Apocalypse. En Amérique, on invoquait contre le navire à vapeur la bête de l'Apocalypse, et en Europe, la bête de la Genèse. Là était toute la différence. Les savants avaient rejeté le bateau à vapeur comme impossible. Les prêtres, à leur tour, le rejetaient comme impie. La science avait condamné, la religion damnait. Fulton était une variété de Lucifer. Les gens simples des côtes et des campagnes adhéraient à la réprobation par le malaise que leur donnait cette nouveauté. En présence du bateau à vapeur, le point de vue religieux était ceci. L'eau et le feu sont un divorce. Ce divorce est ordonné de Dieu. On ne doit pas désunir ce que Dieu a uni. On ne doit pas unir ce qu'il a désuni. Le point de vue paysan était ceci. Ça me fait peur. Pour oser à cette époque lointaine une telle entreprise, un bateau à vapeur de Guernesey à Saint-Malo, il ne fallait rien moins que Mess Lethierry. Lui seul pouvait la concevoir comme libre penseur et la réaliser comme hardi marin. Son côté français eut l'idée, son côté anglais l'exécuta. À quelle occasion? Disons-le. Chapitre 3. Rantaine. 40 ans environ avant l'époque où se passent les faits que nous racontons ici, il y avait dans la banlieue de Paris, près du mur de Ronde, entre la fosse aux lions et la tombe Issoire, un logis suspect. C'était une masure isolée, coupe-gorge au besoin. Là demeurait avec femme et son enfant une espèce de bourgeois bandit, ancien clerc de procureur au Châtelet, devenu voleur tout net. Il figura plus tard en cour d'assises. Cette famille s'appelait les Rantaine. On voyait dans la masure sur une commode d'acajou 2 tasses en porcelaine fleurie. On lisait en lettres dorées sur l'une « Souvenir d'amitié » et sur l'autre « Don d'estime ». L'enfant était dans le bouge pêle-mêle avec le crime.
Le père et la mère, ayant été de la demi-bourgeoisie, l'enfant apprenait à lire. On l'élevait. La mère, pâle, presque en guenille, donnait machinalement de l'éducation à son petit, le faisait épeler et s'interrompait pour aider son mari à quelque guet-apens ou pour se prostituer à un passant. Pendant ce temps-là, la croix de Jésus, ouverte à l'endroit où on l'avait quittée, restait sur la table, et l'enfant auprès, rêveur. Le père et la mère, saisis dans quelque flagrant délit, disparurent dans la nuit pénale. L'enfant disparut aussi. Lethierry, dans ses courses, rencontra un aventurier comme lui. Le tira d'on ne sait quel mauvais pas, lui rendit service, lui en fut reconnaissant, le prit en gré, le ramassa, l'amena à Guernesey, le trouva intelligent au cabotage et en fit son associé. C'était le petit Rantaine devenu grand. Rantaine, comme Lethierry, avait une nuque robuste, une large et puissante marge à porter des fardeaux entre les deux épaules, et des reins d'Hercule Farnèse. Lethierry et lui, c'était la même allure et la même encolure. Rantaine était de plus haute taille. Qui les voyait de dos se promener côte à côte sur le port, disait « Voilà les deux frères ». De face, c'était autre chose. Tout ce qui était ouvert chez Lethierry était fermé chez Rantaine. Rantaine était circonspect. Rantaine était maître d'armes, jouait de l'harmonica, mouchait une chandelle d'une balle à 20 pas, avait un coup de poing magnifique, récitait des vers de la Henriade et devinait les songes. Il savait par cœur les tombeaux de Saint-Denis, par Treneuil. Il disait avoir été lié avec le sultan de Calicut, que les Portugais appellent le Zamorin. Si l'on eût pu feuilleter le petit agenda qu'il avait sur lui, on y eût trouvé, entre autres notes, des mentions du genre de celle-ci. À Lyon, dans une des fissures du mur d'un des cachots de Saint-Joseph, il y a une lime cachée. Il parlait avec une sage lenteur. Il se disait fils d'un chevalier de Saint-Louis. Son linge était dépareillé et marqué à des lettres différentes. Personne n'était plus chatouilleux que lui sur le point d'honneur. Il se battait et tuait. Il avait dans le regard quelque chose d'une mère d'actrice. La force servant d'enveloppe à la ruse, c'était là Rantaine. La beauté de son coup de poing, appliqué dans une foire, dans une cabeza de Moreau, avait gagné jadis le cœur de Lethierry. On ignorait pleinement à Guernesey ses aventures. Elles étaient bigarrées. Si les destinées ont un vestiaire, la destinée de Rantaine devait être vêtue en arlequin. Il avait vu le monde et fait la vie. C'était un circumnavigateur. Ses métiers étaient une gamme. Il avait été cuisinier à Madagascar, éleveur d'oiseaux à Sumatra, général à Honolulu, journaliste religieux aux îles Galapagos, poète à Omraouti, franc-maçon à Haïti. Il avait prononcé en cette dernière qualité au grand Goave une oraison funèbre dont les journaux locaux ont conservé ce fragment. Adieu donc, belle âme, dans la voûte azurée des cieux où tu prends maintenant ton vol. Tu rencontreras sans doute le bon abbé Léandre Crameau du petit Goave. Dis-lui que, grâce à 10 années d'efforts glorieux, tu as terminé l'église de Lens-Avaux. Adieu, génie transcendant, masse, modèle. Son masque de franc-maçon ne l'empêchait pas, comme on voit, de porter le faux nez catholique. Le premier lui conciliait les hommes de progrès et le second les hommes d'ordre. Il se déclarait blanc pur sang. Il haïssait les noirs. Pourtant, il eût certainement admiré Soulouque. À Bordeaux, en 1815, il avait été Verdet. À cette époque, la fumée de son royalisme lui sortait du front sous la forme d'un immense plumet blanc. Il avait passé sa vie à faire des éclipses, paraissant, disparaissant, reparaissant. C'était un coquin à feu tournant. Il savait du turc,
Au lieu de guillotiner, il disait « Néboïsser ». Il avait été esclave en Tripoli chez un taleb, et il y avait appris le turc à coups de bâton. Sa fonction avait été d'aller le soir aux portes des mosquées et d'y lire à haute voix devant les fidèles le Coran écrit sur des planchettes de bois ou sur des omoplates de chameau. Il était probablement renégat. Il était capable de tout et de pire. Il éclatait de rire et fronçait le sourcil en même temps. Il disait « En politique, je n'estime que les gens inaccessibles aux influences. » Il disait « Je suis pour les mœurs. » Il était plutôt gai et cordial qu'autre chose. La forme de sa bouche démentait le sens de ses paroles. Ses narines eussent pu passer pour des naseaux. Il avait au coin de l'œil un carrefour de rides où toutes sortes de pensées obscures se donnaient rendez-vous. Le secret de sa physionomie ne pouvait être déchiffré que là. Sa patte d'oie était une serre de vautour. Son crâne était bas au sommet et large aux tempes. Son oreille difforme et encombrée de broussailles semblait dire « Ne parlez pas à la bête qui est dans cet antre ». Un beau jour, à Guernesey, on ne sut plus où était Rantaine. L'associé de Lethierry avait filé, laissant vide la caisse de l'association. Dans cette caisse, il y avait de l'argent à Rantaine, sans doute, mais il y avait aussi 50 000 francs à Lethierry. Lethierry, dans son métier de caboteur et de charpentier de navire, avait, en 40 ans d'industrie et de probité, gagné 100 000 francs. Rantaine lui en emporta la moitié. Lethierry, à moitié ruiné, ne fléchit pas et songea immédiatement à se relever. On ruine la fortune des gens de cœur, non leur courage. On commençait alors à parler du bateau à vapeur. L'idée vint à Lethierry d'essayer la machine Fulton, si contestée, et de relier par un bateau à feu l'archipel normand à la France. Il jouait son va-tout sur cette idée. Il y consacra son reste. 6 mois après la fuite de Rantaine, on vit sortir du port stupéfait de Saint-Sampson un navire à fumée faisant l'effet d'un incendie en mer, le premier steamer qui ait navigué dans la Manche. Ce bateau, que la haine et le dédain de tous gratifièrent immédiatement du sobriquet « la galiote à Lethierry », s'annonça comme devant faire le service régulier de Guernesey à Saint-Malo. Chapitre 4. Suite de l'histoire de l'utopie. La chose, on le comprend, de reste, prit d'abord fort mal. Tous les propriétaires de coutres, faisant le voyage de l'île guernesiaise à la côte française, jetèrent les hauts cris. Ils dénoncèrent cet attentat à l'écriture sainte et à leur monopole. Quelques chapelles fulminèrent. Un révérend, nommé Élie qualifia le bateau à vapeur un libertinage. Le navire à voile fut déclaré orthodoxe. On vit distinctement les cornes du diable sur la tête des bœufs que le bateau à vapeur apportait et débarquait. Cette protestation dura un temps raisonnable. Cependant, peu à peu, on finit par s'apercevoir que ces bœufs arrivaient moins fatigués et se vendaient mieux, la viande étant meilleure. Que les risques de mer étaient moindres pour les hommes aussi, que ce passage, moins coûteux, était plus sûr et plus court, qu'on partait à heure fixe et qu'on arrivait à heure fixe, que le poisson, voyageant plus vite, était plus frais, et qu'on pouvait désormais déverser sur les marchés français l'excédent des grandes pêches, si fréquentes à Guernesey, que le beurre des admirables vaches de Guernesey faisait plus rapidement le trajet dans le Deville Boat que dans les sloops à voile, et ne perdait plus rien de sa qualité, de sorte que Dinan en demandait, et que Saint-Brieuc en demandait, et que Rennes en demandait, qu'enfin il y avait, grâce à ce qu'on appelait la galiote à Lethierry, sécurité de voyage, régularité de communication, va-et-vient facile et prompt, agrandissement de circulation, multiplication de débouchés, extension de commerce, et qu'en somme, il fallait prendre son parti de ce Deville Boat qui violait la Bible et enrichissait l'île. Quelques esprits forts se hasardèrent à approuver dans une certaine mesure. Sieur Landois, le greffier, accorda son estime à ce bateau. Du reste, ce fut impartialité de sa part,
car il n'aimait pas le Thierry. D'abord, le Thierry était Metz et Landois n'était que sieur. Ensuite, quoique greffier à Saint-Pierre-Port, Landois était paroissien de Saint-Sampson. Or, il n'était dans la paroisse que 2 hommes, le Thierry et lui, n'ayant point de préjugés. C'était bien le moins que l'un détestât l'autre. Être du même bord, cela éloigne. Sieur Landois, néanmoins, eut l'honnêteté d'approuver le bateau à vapeur. D'autres se joignirent à sieur Landois. Insensiblement, le fait monta. Les faits sont une marée. Et, avec le temps, avec le succès continu et croissant, avec l'évidence du service rendu, l'augmentation du bien-être de tous étant constatée, il vint un jour où, quelques sages exceptés, tout le monde admira la galiote à Le Thierry. On l'admirerait moins aujourd'hui. Ce steamer d'il y a 40 ans ferait sourire nos constructeurs actuels. Cette merveille était difforme, ce prodige était infirme. De nos grands steamers transatlantiques d'à présent, aux bateaux à roues et à feu que Denis Papin fit manœuvrer sur la Fulde en 1707, il n'y a pas moins de distance que du vaisseau à 3 ponts, le Montebello, long de 200 pieds, large de 50, ayant une grande vergue de 115 pieds, déplaçant un poids de 3000 tonneaux, portant 1100 hommes, 120 canons, 10 000 boulets et 160 paquets de mitraille, vomissant à chaque bordée quand il combat 3300 livres de fer et déployant au vent, quand il marche, 5600 mètres carrés de toile, au dromon danois du IIe siècle, trouvé plein de haches de pierre, d'arcs et de massues, dans les boues marines de Wester Satrup et déposé à l'hôtel de ville de Flensbourg. 100 ans juste d'intervalle, 1707-1807, séparent le premier bateau de Papin du premier bateau de Fulton. La galiote à Le Thierry était, à coup sûr, un progrès sur ces 2 ébauches, mais était une ébauche elle-même. Cela ne l'empêchait pas d'être un chef-d'œuvre. Tout embryon de la science offre ce double aspect, monstre comme fœtus, merveille comme germe. Chapitre 5. Le bateau diable. La galiote à Le Thierry n'était pas matée selon le point Vélic, et ce n'était pas là son défaut, car c'est une des lois de la construction navale. D'ailleurs, le navire ayant pour propulseur le feu, la voilure était l'accessoire. Ajoutons qu'un navire à roues est presque insensible à la voilure qu'on lui met. La galiote était trop courte, trop ronde, trop ramassée. Elle avait trop de joues et trop de hanches. La hardiesse n'avait pas été jusqu'à la faire légère. La galiote avait quelques-uns des inconvénients et quelques-unes des qualités de la panse. Elle tanguait peu, mais roulait beaucoup. Les tambours étaient trop hauts. Elle avait trop de baux pour sa longueur. La machine massive l'encombrait, et pour rendre le navire capable d'une forte cargaison, on avait dû hausser démesurément la muraille, ce qui donnait à la galiote à peu près le défaut des vaisseaux de 74, qui sont un gabarit bâtard et qu'il faut raser pour les rendre battants et marins. Étant courte, elle eût dû virer vite, les temps employés à une évolution étant comme les longueurs des navires, mais sa pesanteur lui ôtait l'avantage que lui donnait sa brièveté. Son maître-couple était trop large, ce qui la ralentissait, la résistance de l'eau étant proportionnelle à la plus grande section immergée et au carré de la vitesse du navire. L'avant était vertical, ce qui ne serait pas une faute aujourd'hui, mais en ce temps-là, l'usage invariable était de l'incliner de 45 degrés. Toutes les courbes de la coque étaient bien raccordées, mais pas assez longues pour l'obliquité et surtout pour le parallélisme avec le prisme d'eau déplacé, lequel ne doit jamais être refoulé que latéralement. Dans les gros temps, elle tirait trop d'eau, tantôt par l'avant, tantôt par l'arrière, ce qui indiquait un vice dans le centre de gravité. La charge n'étant pas où elle devait être, à cause du poids de la machine, le centre de gravité passait souvent à l'arrière du grand mât, et alors il fallait s'en tenir à la vapeur, et se défier de la grande voile, car l'effet de la grande voile, dans ce cas-là, faisait arriver le vaisseau au lieu de le soutenir au vent.
La ressource était, quand on était au plus près du vent, de larguer en bande la grande écoute. Le vent, de la sorte, était fixé sur l'avant par l'amure, et la grande voile ne faisait plus l'effet d'une voile de poupe. Cette manœuvre était difficile. Le gouvernail était l'antique gouvernail, non à roue comme aujourd'hui, mais à barre, tournant sur ses gonds scellés dans l'étambot ému par une solive horizontale passant par-dessus la barre d'Arcas. 2 canots, espèces de you-you, étaient suspendus au pistolet. Le navire avait 4 ancres. La grosse ancre, la seconde ancre, qui est l'ancre travailleuse, working anchor, et 2 ancres d'affourche. Ces 4 ancres, mouillées avec des chaînes, étaient manœuvrées, selon les occasions, par le grand cabestan de poupe et le petit cabestan de proue. À cette époque, le guindoir à pompe n'avait pas encore remplacé l'effort intermittent de la barre d'Anspec. N'ayant que 2 ancres d'affourche, l'une à tribord, l'autre à bâbord, le navire ne pouvait affourcher en patte-doigt, ce qui le désarmait un peu devant certains vents. Pourtant, il pouvait en ce cas s'aider de la seconde ancre. Les bouées étaient normales et construites de manière à porter le poids de l'airain des ancres, tout en restant à flot. La chaloupe avait la dimension utile. C'était le véritable en-cas du bâtiment. Elle était assez forte pour lever la maîtresse ancre. Une nouveauté de ce navire, c'est qu'il était en partie gréé avec des chaînes, ce qui du reste n'ôtait rien de leur mobilité aux manœuvres courantes et de leur tension aux manœuvres dormantes. La mâture, quoique secondaire, n'avait aucune incorrection. Le capelage, bien serré, bien dégagé, paraissait peu. Les membrures étaient solides, mais grossières, la vapeur n'exigeant point la même délicatesse de bois que la voile. Ce navire marchait avec une vitesse de 2 lieues à l'heure. En panne, il faisait bien son abatté. Telle qu'elle était, la galiote à Lethierry tenait bien la mer, mais elle manquait de pointe pour diviser le liquide, et l'on ne pouvait dire qu'elle eût de belle façon. On sentait que dans un danger, écueil ou trombe, elle serait peu maniable. Elle avait le craquement d'une chose informe. Elle faisait, en roulant sur la vague, un bruit de semelle neuve. Ce navire était surtout un récipient, et, comme tout bâtiment plutôt armé en marchandises qu'en guerre, il était exclusivement disposé pour l'arrimage. Il admettait peu de passagers. Le transport du bétail rendait l'arrimage difficile et très particulier. On arrimait alors les bœufs dans la cale, ce qui était une complication. Aujourd'hui, on les arrime sur l'avant-pont. Les tambours du Devil Boat Lethierry étaient peints en blanc, la coque, jusqu'à la ligne de flottaison, en couleur de feu, et tout le reste du navire, selon la mode, assez laide de ce siècle, en noir. Vide, il calait 7 pieds, et chargé 14. Quant à la machine, elle était puissante. La force était d'un cheval pour 3 tonneaux, ce qui est presque une force de remorqueur. Les roues étaient bien placées, un peu en avant du centre de gravité du navire. La machine avait une pression maximum de 2 atmosphères. Elle usait beaucoup de charbon, quoiqu'elle fût à condensation et à détente. Elle n'avait pas de volant à cause de l'instabilité du point d'appui, et elle y remédiait, comme on le fait encore aujourd'hui, par un double appareil faisant alterner 2 manivelles fixées aux extrémités de l'arbre de rotation et disposées de manière que l'une fût toujours à son point fort quand l'autre était à son point mort. Toute la machine reposait sur une seule plaque de fonte, de sorte que, même dans un cas de grave avarie, aucun coup de mer ne lui ôtait l'équilibre et que la coque déformée ne pouvait déformer la machine. Pour rendre la machine plus solide encore, on avait placé la bielle principale près du cylindre, ce qui transportait du milieu à l'extrémité le centre d'oscillation du balancier. Depuis, on a inventé les cylindres oscillants qui permettent de supprimer les bielles. Mais à cette époque, la bielle près du cylindre semblait le dernier mot de la machinerie. La chaudière était coupée de cloisons et pourvue de sa pompe de saumure. Les roues étaient très grandes, ce qui diminuait la perte de force, et la cheminée était très haute, ce qui augmentait le tirage du foyer.
mais la grandeur des roues donnait prise au flot et la hauteur de la cheminée donnait prise au vent. Aubes de bois, crochets de fer, moyeux de fonte, telles étaient les roues, bien construites, et, chose qui étonne, pouvant se démonter. Il y avait toujours 3 aubes immergées. La vitesse du centre des aubes ne surpassait que d'1/6 la vitesse du navire. C'était là le défaut de ces roues. En outre, le maneton des manivelles était trop long, et le tiroir distribuait la vapeur dans le cylindre avec trop de frottement. Dans ce temps-là, cette machine semblait et était admirable. Cette machine avait été forgée en France à l'usine de fer de Bercy. Mess Lethierry l'avait un peu imaginée. Le mécanicien qui l'avait construite sur son épure était mort, de sorte que cette machine était unique et impossible à remplacer. Le dessinateur restait, mais le constructeur manquait. La machine avait coûté 40 000 francs. Lethierry avait construit lui-même la galiote sous la grande cale couverte qui est à côté de la première tour entre Saint-Pierre-Port et Saint-Sampson. Il avait été à Brême acheter le bois. Il avait épuisé dans cette construction tout son savoir-faire de charpentier de marine, et l'on reconnaissait son talent au bordage dont les coutures étaient étroites et égales, et recouvertes de sarangousti, mastic de l'Inde meilleur que le bray. Le doublage était bien maïté. Lethierry avait enduit la carène de galgal. Il avait, pour remédier à la rondeur de la coque, ajusté un boute-hors au beaupré, ce qui lui permettait d'ajouter à la civadière une fausse civadière. Le jour du lancement, il avait dit « Me voilà à flot !» La galiote réussit en effet. On l'a vu. Par hasard ou exprès, elle avait été lancée un 14 juillet. Ce jour-là, Lethierry, debout sur le pont entre les 2 tambours, regarda fixement la mer et lui cria « C'est ton tour. Les Parisiens ont pris la Bastille. Maintenant, nous te prenons, toi. » La galiote à Lethierry faisait 1 fois par semaine le voyage de Guernesey à Saint-Malo. Elle partait le mardi matin et revenait le vendredi soir, veille du marché qui est le samedi. Elle était d'un plus fort échantillon de bois que les plus grands sloops caboteurs de tout l'archipel, et sa capacité étant, en raison de sa dimension, un seul de ces voyages valait, pour l'apport et pour le rendement, 4 voyages d'un coutre ordinaire. De là de forts bénéfices. La réputation d'un navire dépend de son arrimage, et Lethierry était un arrimeur. Quand il ne put plus travailler en mer lui-même, il dressa un matelot pour le remplacer comme arrimeur. Au bout de 2 années, le bateau à vapeur rapportait net 750 livres sterling par an, c'est-à-dire 18 000 francs. La livre sterling de Guernesey vaut 24 francs, celle d'Angleterre 25, et celle de Jersey 26. Ces chinoiseries sont moins chinoises qu'elles n'en ont l'air. Les banques y trouvent leur compte. Chapitre 6. Entrée de Lethierry dans la gloire. La galiote prospérait. Mess Lethierry voyait s'approcher le moment où il deviendrait monsieur. À Guernesey, on n'est pas de plain-pied monsieur. Entre l'homme et le monsieur, il y a toute une échelle à gravir. D'abord, premier échelon, le nom tout sec. Pierre, je suppose. Puis, deuxième échelon, Vézin, voisin, Pierre. Puis, troisième échelon, père, Pierre. Puis, quatrième échelon, sieur, Pierre. Puis, cinquième échelon, mess, Pierre. Puis, sommet, monsieur, Pierre. Cette échelle, qui sort de terre, se continue dans le bleu. Toute la hiérarchique Angleterre y entre et s'y étage. En voici les échelons, de plus en plus lumineux. Au-dessus du monsieur, gentleman, il y a l'esquire, écuyer. Au-dessus de l'esque, le chevalier, sir viager. Puis, en s'élevant toujours, le baronnet, sir héréditaire. Puis le lord, laird en Écosse, puis le baron, puis le vicomte, puis le comte,
Earl en Angleterre, Jarl en Norvège, puis le marquis, puis le duc, puis le père d'Angleterre, puis le prince du sang royal, puis le roi. Cette échelle monte du peuple à la bourgeoisie, de la bourgeoisie au baronnetage, du baronnetage à la pairie, de la pairie à la royauté. Grâce à son coup de tête réussi, grâce à la vapeur, grâce à sa machine, grâce au bateau diable, Mess Lethierry était devenu quelqu'un. Pour construire la galiote, il avait dû emprunter. Il s'était endetté à Brême. Il s'était endetté à Saint-Malo. Mais, chaque année, il amortissait son passif. Il avait de plus acheté à crédit, à l'entrée même du port de Saint-Sampson, une jolie maison de pierre, toute neuve, entre mer et jardin, sur l'encoignure de laquelle on lisait ce nom, Les Bravées. Le logis Les Bravées, dont la devanture faisait partie de la muraille même du port, était remarquable par une double rangée de fenêtres, au nord du côté d'un enclos plein de fleurs, au sud du côté de l'océan. De sorte que cette maison avait deux façades, l'une sur les tempêtes, l'autre sur les roses. Ces façades semblaient faites pour les deux habitants, Mess Lethierry et Miss Déruchette. La maison des Bravées était populaire à Saint-Sampson, car Mess Lethierry avait fini par être populaire. Cette popularité lui venait un peu de sa bonté, de son dévouement et de son courage, un peu de la quantité d'hommes qu'il avait sauvés, beaucoup de son succès, et aussi de ce qu'il avait donné au port de Saint-Sampson le privilège des départs et des arrivées du bateau à vapeur. Voyant que décidément le Devil's Boat était une bonne affaire, Saint-Pierre, la capitale, l'avait réclamé pour son port, mais Lethierry avait tenu bon pour Saint-Sampson. C'était sa ville natale. « C'est là que j'ai été lancé à la mer, » disait-il. De là, une vive popularité locale. Sa qualité de propriétaire payant taxes faisait de lui ce qu'on appelle à Guernesey un habitant. On l'avait nommé douzainier. Ce pauvre matelot avait franchi 5 échelons sur 6 de l'ordre social guernesiais. Il était Mess. Il touchait au monsieur, et qui sait s'il n'arriverait pas même à franchir le monsieur. Qui sait si un jour on ne lirait pas dans l'almanach de Guernesey au chapitre Gentry and Nobility cette inscription inouïe et superbe, Lethierry, Esquire. Mais Mess Lethierry dédaignait ou plutôt ignorait le côté par lequel les choses sont vanité. Il se sentait utile, c'était là sa joie. Être populaire le touchait moins qu'être nécessaire. Il n'avait, nous l'avons dit, que 2 amours, et par conséquent que 2 ambitions, Durande et Déruchette. Quoi qu'il en fût, il avait mis à la loterie de la mer, et il y avait gagné le quine. Le quine, c'était la Durande navigant. Chapitre 7. Le même parrain et la même patronne. Après avoir créé ce bateau à vapeur, Lethierry l'avait baptisé. Il l'avait nommé Durande. La Durande, nous ne l'appellerons plus autrement. On nous permettra également, quel que soit l'usage typographique, de ne point souligner ce nom Durande, nous conformant en cela à la pensée de Mess Lethierry, pour qui la Durande était presque une personne. Durande et Déruchette, c'est le même nom. Déruchette est le diminutif. Ce diminutif est fort usité dans l'ouest de la France. Les saints dans les campagnes portent souvent leur nom avec tous ces diminutifs et tous ces augmentatifs. On croirait à plusieurs personnes là où il n'y en a qu'une. Ces identités de patrons et de patronnes sous des noms différents ne sont point choses rares. Lise, Lisette, Lisa, Elisa, Isabelle, Lisbeth, Betsy. Cette multitude est Élisabeth. Il est probable que Mahou, Maclou, Malo et Magloire sont le même saint. Du reste, nous n'y tenons pas. Sainte Durande est une sainte de l'Angoumois et de la Charente. Est-elle correcte ? Ceci regarde les bollandistes.
Correcte ou non, elle a des chapelles. Lethierry, étant à Rochefort jeune matelot, avait fait connaissance avec cette sainte, probablement dans la personne de quelque jolie charentaise, peut-être de la grisette aux beaux ongles. Il lui en était resté assez de souvenirs pour qu'il donnât ce nom aux deux choses qu'il aimait, Durande à la Galiote, Déruchette à la fille. Il était le père de l'une et l'oncle de l'autre. Déruchette était la fille d'un frère qu'il avait eu. Elle n'avait plus ni père ni mère. Il l'avait adoptée. Il remplaçait le père et la mère. Déruchette n'était pas seulement sa nièce, elle était sa filleule. C'était lui qui l'avait tenue sur les fonds de baptême. C'était lui qui lui avait trouvé cette patronne, sainte Durande, et ce prénom, Déruchette. Déruchette, nous l'avons dit, était née à Saint-Pierre-Port. Elle était inscrite à sa date sur le registre de paroisse. Tant que la nièce fut enfant, et tant que l'oncle fut pauvre, personne ne prit garde à cette appellation Déruchette. Mais quand la petite fille devint une miss, et quand le matelot devint un gentleman, Déruchette choqua. On s'en étonnait. On demandait à mess Lethierry « Pourquoi Déruchette ?» Il répondait « C'est un nom qui est comme ça. » On essaya plusieurs fois de la débaptiser. Il ne s'y prêta point. Un jour, une belle dame de la high life de Saint-Sampson, femme d'un forgeron riche ne travaillant plus, dit à mess Lethierry « Désormais, j'appellerai votre fille Nancy. »« Pourquoi pas Lons-le-Saunier » dit-il. La belle dame ne lâcha point prise et lui dit le lendemain « Nous ne voulons décidément pas de Déruchette. J'ai trouvé pour votre fille un joli nom, Marianne. »« Joli nom, en effet, » repartit mess Lethierry, « mais composé de deux vilaines bêtes, un mari et un âne. » Il maintint Déruchette. On se tromperait si l'on concluait du mot ci-dessus qu'il ne voulait point marier sa nièce. Il voulait la marier, certes, mais à sa façon. Il entendait qu'elle eût un mari dans son genre à lui, travaillant beaucoup, et qu'elle ne fît pas grand-chose. Il aimait les mains noires de l'homme et les mains blanches de la femme. Pour que Déruchette ne gâtât point ses jolies mains, il l'avait tournée vers la demoiselle. Il lui avait donné un maître de musique, un piano, une petite bibliothèque et aussi un peu de fil et d'aiguille dans une corbeille de travail. Elle était plutôt liseuse que couseuse, et plutôt musicienne que liseuse. Mess Lethierry la voulait ainsi. Le charme, c'était tout ce qu'il lui demandait. Il l'avait élevée plutôt à être fleur qu'à être femme. Quiconque a étudié les marins comprendra ceci. Les rudesses aiment les délicatesses. Pour que la nièce réalisât l'idéal de l'oncle, il fallait qu'elle fût riche. C'est bien ce qu'entendait mess Lethierry. Sa grosse machine de mer travaillait dans ce but. Il avait chargé Durande de doter Déruchette. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.